Un homme d'âge mûr cherche à briser la routine de son quotidien. Un type ordinaire qui va dans un club de strip. Une de ses escapades lui sera fatale. Mais peut-il y avoir un lien entre sa mort et un club de striptease? Elle m'a avoué qu'elle l'avait tué et qu'on l'avait obligé à le faire. La police interroge les petits amis des danseuses. L'entrée est interdite pour les maris et les petits amis des employés. Grâce à la science et à un coup de pouce du destin, les pièces du puzzle vont finalement se mettre en place. Une jeune femme est retrouvée morte sous un pont. A-t-elle sauté du pont ou l'a-t-on poussée? La police découvre qu'elle menait une double vie. Son nom de danseuse était Roxane. On la surnommait Foxy Roxy. Sur des images de télésurveillance, la police identifie une camionnette près du pont la nuit de sa disparition. On distingue un corps à l'arrière de ce pick-up. Mais qui conduisait cette camionnette? Ce n'était pas le simple d'apparemment sans motif d'une jeune femme. C'était bien plus que ça. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver sur ce plateau pour une nouvelle émission de vos enquêtes impossibles. Le cadre de certaines affaires évoque irrésistiblement les romans noirs des années 1940, comme si les atmosphères moites et ambiguës des œuvres de Raymond Chandler débordaient brusquement sur la réalité. Un homme divorcé fréquente un club d'effeuilleuses et l'une d'entre elles lui plaît. Alors il l'invite chez lui. 48 heures plus tard, il baigne dans une mare de sang et la fille a disparu. Je vous laisse découvrir la suite dans un instant. Mais n'oubliez pas qu'à la différence des romans policiers, dans mon histoire, tout est réel. Les personnages ne sont pas inventés et les cadavres n'ont aucune chance de renaître à la vie. C'est le rêve de beaucoup de jeunes filles et de jeunes hommes de percer dans l'industrie du cinéma ou de la télévision. Un rêve que Pat McRae avait réalisé non sans succès. Il travaillait pour la chaîne principale de l'État de l'Iowa comme chargé de production. Il avait toujours le sourire. Il était très apprécié. McRae ne compte pas ses heures au travail. Une conscience professionnelle qui va lui coûter son mariage. En 1997, sa femme met fin à 12 années d'union. Un choc pour McRae, qui reste néanmoins un père très dévoué à ses deux enfants. On passait tous les mercredis chez mon père. Et la journée à regarder des matchs à la télé, à jouer à des jeux. Il ne ratait aucun des matchs. On allait voir les matchs de l'université. Il nous emmenait aussi manger dehors, au cinéma, plein de choses. McRae ne manque jamais une occasion de passer du temps avec ses enfants, à l'exception d'une fois. Il devait récupérer ses enfants à la sortie de l'école, mais il n'est pas venu. Son ex-femme comprend aussitôt qu'il s'est passé quelque chose. Elle appelle d'abord à son travail, puis à son domicile, mais dans les deux cas, personne ne répond. Elle décide finalement de se rendre jusqu'à sa maison, dont elle a conservé une clé. Et en ouvrant la porte, elle découvre le cadavre de son ex-mari dans l'entrée. Il y avait beaucoup de traces de sang à l'intérieur de la maison, des empreintes de pas ensanglantées dans toutes les pièces. D'après les indices, l'agression a eu lieu dans le salon avant de se poursuivre jusque dans l'entrée. Apparemment, l'agresseur a utilisé la salle de bain pour se laver. Le mobile semble être le vol. On a arraché la chaîne qui reliait le portefeuille de Pat à son jean taché de sang. On voyait parfaitement que le placard avait été mis sans dessus-dessous. On l'avait fouillé en jetant les affaires à travers la pièce. Beaucoup de ces affaires présentaient également des traces de sang. Quelqu'un avait dû chercher quelque chose soit dans le placard, soit à l'intérieur des vêtements. Le tueur a également laissé des empreintes de pas ensanglantées à l'extérieur, sur le porche. Ce qui a vraiment retenu notre attention dans un premier temps, c'est le fait que l'agresseur ait piétiné ses propres traces de pas. Dès le début de l'enquête, on avait donc un indice qui nous permettait d'affirmer que l'auteur du crime était revenu plusieurs fois sur ses pas avant de quitter définitivement la maison. Le médecin légiste estime que la mort de Pat est survenue le jeudi soir, soit environ 48 heures avant la découverte du corps. La police découvre alors que Pat a passé une partie de la soirée du jeudi dans un club de striptease, le Outer Limits.
Pat McRae était un client régulier de notre établissement. Il venait facilement 1 ou 2 fois par semaine dans le club. Un type très gentil, très calme, qui ne faisait jamais d'histoire. Lorsque Pat se rend au club, il arrive généralement vers 22 h. Mais la nuit du crime, il arrive plus tôt. J'avoue que je me suis un peu demandé ce qu'il faisait là pendant l'happy hour. Ça m'allait très bien d'ailleurs, mais ce n'était pas dans ses habitudes. Autre entorse à ses habitudes, il demande pour la toute première fois une danse privée. Et c'est une dénommée Mystique qui va s'en charger. Il est allé avec elle dans le salon privé. Au début, il était au bord de la piste avant de s'y rendre avec Mystique. Je me souviens très bien l'avoir vu lui faire une danse privée. Mystique s'appelle en réalité Laura England. Étrange coïncidence, le jour de la découverte du corps de Pat McRae, Mystique ne vient pas travailler. La police de Des Moines pense donc tenir un suspect dans l'affaire du meurtre de Pat McRae, une stripteaseuse du nom de Laura England. Elle est apparemment l'une des dernières à l'avoir vue en vie. Et lorsque la police s'introduit 2 jours plus tard dans la maison de Pat, lui est mort et elle s'est envolée. Elle était venue travailler le dimanche soir dans son club de striptease, le Outer Limits. Le lendemain, son petit ami et elle avaient quitté la ville. La police décide de lancer un avis de recherche sur la personne de Laura England. Pendant ce temps-là, sur la scène de crime, les enquêteurs vont trouver de nouveaux indices. Tout d'abord, ils relèvent plusieurs empreintes de pas sur le sang à l'intérieur de la maison. Elles ont apparemment été faites à des heures différentes. On voyait clairement que quelqu'un était sorti de la maison avant d'y entrer à nouveau. Et la police n'aura aucun mal à identifier le type de chaussures. Il s'agit d'un modèle de Doc Martens en 37,5. Existe-t-il un lien entre le meurtre de Pat McRae et le club de striptease où il avait coutume de se rendre plusieurs fois par semaine? McRae a-t-il été assassiné parce que, contrairement à ses habitudes, il avait demandé à une effeuilleuse d'exécuter pour lui une danse privée? Le fait que Laura England, dite Mystique, ait quitté la ville quelques heures seulement après le drame semble pour l'instant accréditer cette hypothèse. Par ailleurs, les empreintes de pas ensanglantées peuvent appartenir à des chaussures portées par une femme, un adolescent ou un homme de petite taille. Mais l'analyse des marques de semelles révèle un élément plus intrigant encore. Défiant la logique, le meurtrier ou la meurtrière est revenu sur la scène de crime au risque de se faire surprendre par les voisins ou la police. Tandis que les enquêteurs tentent de trouver une réponse satisfaisante à cette énigme, les experts recueillent et analysent des dizaines d'échantillons de sang afin d'obtenir des signatures ADN. Au total, j'ai bien dû prélever 70 échantillons de sang sur les lieux du crime. Et je les ai tous soumis à des analyses génétiques. Dans le lot, un échantillon se démarque des autres. Il provient d'une goutte de sang relevée sur l'édredon de la chambre. L'ADN est différent de celui des autres échantillons. De plus, les indices indiquent clairement que la victime n'a pas pu se rendre dans la chambre à coucher après avoir été poignardée. Il s'agit donc sans doute du sang du tueur. On avait relevé que très peu d'indices matériels dans la chambre à coucher, mais au final, ces indices étaient les seuls véritablement exploitables de l'enquête. Les analyses de l'échantillon prélevé sur l'édredon vont vite parler. La tache de sang contient 2 ADN différents. L'un des ADN identifiés grâce au sang était celui d'une femme. L'ADN appartenant à un homme n'est autre que celui de la victime, Pat McRae. Cela voudrait donc dire que le tueur est une femme. Il arrive très fréquemment qu'une personne qui donne un coup de couteau à quelqu'un se fasse elle-même une coupure par accident, comme le tranchant de la lame qui vient glisser sur ses doigts par exemple. Ça arrive très souvent.
Entre-temps, la police parvient enfin à mettre la main sur Laura England, la dernière personne vue avec Pat McRae la nuit de son assassinat. Mais la jeune femme nie fermement. Selon elle, sa patronne se tromperait de personne. Elle portait une perruque, mais beaucoup d'autres danseuses aussi. Malheureusement, l'ADN appartenant à une femme ne correspond pas à celui de Laura. La police est obligée de la relâcher. La police étend ses recherches à tout l'Iowa et même à tout le pays. Malheureusement, aucun ADN présent dans les fichiers de la police ne correspond. Aucun ADN ne correspondait à celui de notre inconnu. En tout cas, à personne répertoriée dans le fichier national. La police est convaincue que Pat McRae connaissait son agresseur. En effet, la porte d'entrée n'a pas été forcée et c'est sans doute la victime elle-même qui a invité la tueuse à entrer chez elle. De plus, le comportement de l'agresseur est celui de quelqu'un qui se sent particulièrement à l'aise. Des traces de sang sur les rideaux indiquent qu'ils ont été ouverts pour regarder au dehors. Et les empreintes de pas qu'il est sorti par la porte d'entrée après avoir commis son crime. Et pour couronner le tout, l'agresseur est revenu sur les lieux du crime quelques heures après, comme l'indique un nouveau jeu d'empreintes de pas. C'était très étrange. On a rarement l'habitude de voir quelqu'un revenir sur les lieux de son crime pour y laisser de nouveaux indices. Tous les meurtriers s'empressent de quitter les lieux pour ne jamais y revenir. L'enquête est au point mort. 5 ans après, la police n'a toujours pas la moindre piste sérieuse. Le meurtrier va-t-il échapper définitivement à la justice ? Cela fait maintenant 5 ans que le meurtre de Pat McRae reste sans réponse. La police a beau avoir dressé le profil ADN du tueur et relevé ses empreintes de pas, elle n'a toujours pas le moindre suspect. J'avais quasiment perdu tout espoir de voir son meurtre un jour résolu. Non pas que je n'en avais plus envie, mais j'avais l'impression qu'on ne trouverait jamais rien. C'est alors que l'inspecteur Juddy Stanley reçoit un coup de fil d'une collègue de Lincoln, dans le Nebraska, situé à 300 km de là. La police de Lincoln vient d'arrêter un homme du nom de Mars Davis pour possession de drogue, et celui-ci veut passer un marché. Il affirme être en mesure de leur fournir des informations sur un meurtre à Des Moines, en échange d'une réduction de peine. Je me sentais coupable depuis le début, mais je m'efforçais de ne plus y penser. Mais à chaque fois que je fermais les yeux, ça revenait me hanter. Malheureusement, Davis est incapable de donner le nom de la victime. En revanche, il se souvient parfaitement dans quel quartier elle vivait. Il se souvenait simplement qu'il habitait dans une maison près de Harding Road, à proximité d'une supérette de nuit et d'un centre de lavage de voitures. Il savait que Pat McRae travaillait pour une chaîne de télévision, qu'il fréquentait le Outer Limits et qu'il avait été tué dans sa propre maison. 5 ans après le meurtre irrésolu de Pat McRae, Mars Davis, un détenu qui souhaite obtenir une réduction de peine en échange d'informations, fait une révélation sidérante. Il décrit dans le détail les circonstances dans lesquelles s'est déroulé l'homicide. Alors, s'inspire-t-il d'articles de presse publiés à l'époque? Ou a-t-il véritablement été témoin du drame? À moins qu'il ne soit lui-même l'assassin et qu'il tente d'obtenir un avantage en brouillant les pistes. Le cas est fréquent dans les annales policières. Quoi qu'il en soit, l'enquête qui était au point mort est relancée d'un coup. C'était loin d'être un fait divers banal qu'on entend aux informations. Mars Davis leur raconte que 5 ans plus tôt, il a fréquenté une stripteaseuse de 24 ans du nom d'Andrea Morris. Elle était très douée. J'adorais la voir danser sur scène. Même les filles plus jeunes ou plus belles qu'elle ne lui arrivaient pas à la cheville. C'était la meilleure. Andrea a effectivement travaillé au club Outer Limits à Des Moines, mais Mars n'a jamais eu le droit d'y entrer.
L'entrée du club est strictement interdite aux maris ou aux petits amis des employés. Imaginez qu'un client soit un peu désagréable avec l'une des filles, le mari ou le petit ami peut très bien s'en mêler, alors que j'ai du personnel qui s'en charge très bien. Et ça fait toujours des histoires. Un soir, Mars vient chercher Andrea à la fermeture du club, mais elle lui dit qu'elle a promis une danse privée à un patron de bar chez lui. Ce n'était pas totalement inhabituel de voir ça, mais ce n'était pas non plus quelque chose qu'elle faisait tous les jours. C'est tout. Elle avait besoin d'argent. De toute façon, elle ne m'avait absolument pas demandé mon avis. Elle m'avait simplement dit qu'elle y allait. Alors je lui ai dit « Ok. Où est-ce qu'on va ?» Davis la dépose devant la maison et part directement laver sa voiture. Mars lui a dit qu'il reviendrait dans 1 heure. Il l'a laissée là et il est allé laver sa voiture en attendant qu'elle termine sa danse privée. Lorsqu'elle le rejoint enfin, il remarque aussitôt qu'elle est littéralement couverte de sang. Dis-moi ce qui s'est passé. Elle m'a dit qu'on l'avait frappée au visage et qu'elle avait saigné du nez. Mais ça ne pouvait pas venir de son nez. Elle en avait partout, même sur les cheveux. Et quand elle s'est déshabillée, elle en avait aussi sur ses sous-vêtements et ses bas. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à me poser des questions. Il t'a fait mal? Tu veux que j'y retourne? Mars insiste et Andrea finit par céder. Elle lui raconte toute la vérité. Elle m'a avoué l'avoir tué et elle m'a dit qu'on l'avait obligée à le faire. Elle entendait des voix. Les deux amants prennent ensuite une chambre dans un motel, une douche avant de s'endormir un moment. Mais à peine quelques heures plus tard, Andrea se réveille en panique lorsqu'elle se rend compte qu'elle a oublié son portefeuille chez Macrae. Elle demande donc à Mars de la conduire à Des Moines pour qu'elle puisse le récupérer le plus vite possible. Tous ses papiers étaient couverts de sang, comme si on avait plongé son portefeuille dans une bassine de sang. Vous comprenez? C'était... Pour le moment, la police n'a aucun moyen de savoir si Mars leur raconte bien la vérité. Mars Davis nous a abreuvés d'informations que seule une personne présente sur les lieux du crime ce jour-là pouvait connaître. Mais comment peuvent-ils être sûrs que Mars n'a pas participé au meurtre? Pour le savoir, ils doivent absolument retrouver Andrea Morris. Cinq ans après le meurtre de Pat Macrae, un témoin surprise affirme qu'il détient la clé de toute cette affaire et qu'il connaît le nom du meurtrier. Un avis de recherche sur la personne d'Andrea Morris est émis à travers tout le pays. Andrea serait la fameuse stripteaseuse qui aurait fait une danse privée à Pat Macrae la nuit de son meurtre. La police apprend qu'Andrea Morris vient justement d'être libérée d'une prison du Nebraska où elle a purgé 2 ans pour une affaire de drogue. J'ai appris qu'elle avait accepté de donner son ADN en échange d'une libération conditionnelle. J'ai donc contacté son officier de probation dans le Nebraska et elle m'a appris qu'elle venait justement de recevoir les résultats des tests ADN d'Andrea. L'ADN correspond en tout point à celui prélevé dans la maison de Pat Macrae. Andrea Morris est arrêtée dans son appartement de Lincoln, dans le Nebraska. Je me suis présentée et je lui ai tout de suite dit que j'étais là pour l'affaire de Des Moines dans l'Iowa. À la seconde où elle s'est mise à saigner du nez, ma collègue Terry et moi, on s'est tout de suite regardés et on a compris que ça ne pouvait être qu'elle. Mais Andrea clame son innocence. C'est Mars Davis le coupable. Je ne sais pas ce qui m'a mis le plus en colère, qu'on m'accuse du meurtre ou qu'on me traite de proxénète. Grâce à la révélation de Mars Davis et à la comparaison de l'ADN d'Andrea Morris recueilli sur la scène de crime et à sa sortie de prison, les enquêteurs possèdent la preuve matérielle de sa culpabilité. La jeune femme peut, dès lors, être inculpée de meurtre au premier degré et être déférée
devant un tribunal. Mais deux questions méritent encore d'être éclaircies. Mars Davis était-il impliqué d'une manière ou d'une autre dans l'homicide? Et Andrea Morris a-t-elle prémédité son crime ou se trouvait-elle en état de légitime défense? Elle nous a dit que Pat McRae l'avait plaqué sur le lit et qu'il avait commencé à l'embrasser. Elle essayait bien de le repousser, mais rien à faire. La seule chose dont elle se souvient après ça, c'est d'avoir vu Mars Davis donner plusieurs coups de couteau à Pat McRae. Voilà sa version. Seul problème, il n'y a pas d'éclaboussure de sang sur le sol et un seul jeu d'empreintes de chaussures de pointure 37, la pointure d'Andrea Morris. Mars Davis, lui, chose du 45. Il y a une énorme différence entre du 37 et du 45. Et on n'avait aucun élément. Elle a ensuite arpenté toute la maison pour tenter de nettoyer le sang, mais sans succès. Il y en a beaucoup trop. Le sang retrouvé sur les rideaux indique qu'elle les a tirés pour guetter le retour de Mars. Et lorsque celui-ci revient la chercher, Andrea quitte les lieux par la porte d'entrée, ferme la maison à clé, laissant au passage d'autres traces de sang sur le porche. Quelques heures plus tard, elle se rend compte qu'elle a oublié son portefeuille à l'intérieur de la maison de la victime. Elle vient donc le récupérer et laisse au passage un nouveau jeu d'empreintes sur le sang séché. Il y a donc bien eu 2 visites. Et Mars Davis leur a dit la vérité. Elle m'a avoué qu'elle l'avait tué. Elle vous a dit pourquoi? On l'a obligé à le faire. Qui ça? Les voix à l'intérieur de sa tête. Andrea Morris, qui ne ressemble plus du tout à la stripteaseuse du club Outer Limits, continue de clamer son innocence. Le jury ne croit pas à sa version des faits. Et en octobre 2007, elle est reconnue coupable de meurtre avec préméditation et condamnée à la perpétuité sans possibilité de remise de peine. Elle l'a mérité, elle l'a bien mérité. Cette femme était une véritable ordure. Et je m'en veux vraiment d'avoir été complice de tout ça. En fait, je n'avais plus qu'à vivre avec, ou alors qu'à... Je me souviens très bien de ce que je lui ai dit après le verdict. Je lui ai simplement dit qu'à cause d'elle, je n'aurais plus jamais de père et que j'espérais vraiment qu'elle meure toute seule au fond de sa cellule avec mes paroles en tête. Que j'espérais qu'elle reverrait mon visage à chaque fois qu'elle penserait à ce qu'elle avait fait. L'affaire Pat McRae est l'illustration parfaite de ce que la science peut réaliser. Cette fois, c'est une simple goutte de sang qui aura suffi à confondre une meurtrière. En établissant les correspondances possibles avec l'échantillon de sang, j'ai constaté qu'il y avait moins d'une chance sur 100 milliards pour que l'ADN recueilli sur les lieux soit celui de quelqu'un d'autre. C'est très gratifiant pour nous de voir que les toutes premières preuves scientifiques que nous avions récoltées dès le premier jour d'enquête ont finalement permis de la replacer à 100% sur la scène de crime, de la confondre et de la faire condamner. Avant de refermer le dossier de cette pénible affaire, une question me vient à l'esprit. Motivée par l'appât du gain, Andrea Morris a-t-elle froidement lardé de 6 coups de couteau un homme dont le seul tort était de posséder un portefeuille bien garni? Ou bien sa responsabilité n'était-elle pas totalement engagée? Au cours de son interrogatoire et du procès, Mars Davis a en effet évoqué à plusieurs reprises les voix mystérieuses qui auraient commandé à sa maîtresse de commettre l'irréparable. Ce symptôme est l'une des manifestations de la schizophrénie telle que l'a définie le psychiatre allemand Kurt Schneider. Avoir l'impression d'être contrôlé par une force extérieure, de ne plus être maître de sa pensée, converser avec d'autres voix hallucinées, être victime d'une déconnexion de la réalité, caractérise cette terrible maladie.
Consultés sur l'état mental de l'accusé, les experts psychiatres ne l'ont pas jugé irresponsable au moment du meurtre. Ont-ils fait une erreur de diagnostic? Andrea Morris a-t-elle malgré tout agi sous l'emprise de la folie? Nous ne le saurons jamais. Mais la question, je pense, méritait d'être posée. La seconde affaire dont je vais vous entretenir maintenant a elle aussi pour cadre les nuits chaudes des grandes banlieues américaines. Ces endroits improbables où de jeunes femmes offrent leur plastique irréprochable à l'admiration d'hommes solitaires et frustrés. L'héroïne de mon histoire était l'une de ces créatures de rêve, mais d'un genre très particulier. Telle Dr Jekyll et Mr Hyde, étudiante en psychologie le jour, danseuse érotique la nuit, elle menait secrètement une double vie. Cette ambiguïté l'a-t-elle conduite à sa perte? Tôt un samedi matin, sous un pont de la ville de Burlington, dans le New Jersey, le pilote d'un quad découvre le corps d'une jeune femme. Il pense qu'elle s'est... C'était une jeune femme. Elle avait l'air d'avoir entre 20 et 30 ans et pesait environ 50 kilos. Elle n'avait pas de papier d'identité. L'état du cadavre était compatible avec une chute de 20 à 30 mètres. La présence d'insectes indique que la mort remonte à plusieurs jours. Mais qui est cette femme? La police fournit une description aux médias. Son patron et un ex-petit ami ont appelé pour dire qu'ils reconnaissaient la description du bijou qu'elle portait autour du cou. Grâce à son pendentif en forme de papillon, la victime est identifiée. Il s'agit de Rachel Ciani, âgée de 21 ans. Je n'arrêtais pas de me dire que ce n'était pas vrai. C'est ce que je me suis dit jusqu'au jour de son enterrement, jusqu'à ce que je la voie. Nancy sait quelque chose au sujet de sa cousine Rachel Ciani que peu de gens savent. Rachel était étudiante le jour et danseuse dans un club la nuit. Elle ne le faisait que pour payer ses études. Et d'après ce qu'elle m'avait dit, elle dansait avec un bikini minuscule. Rachel travaillait dans un lieu appelé le Diva International Gentleman Club, sur l'autre rive, en Pennsylvanie, à seulement 4 km de l'endroit où son corps a été retrouvé. Son nom de scène était Roxanne. Le Diva est le club pour messieurs par excellence. Les hommes entrent, s'assoient et boivent un verre en regardant les filles. Les amis et l'entourage de Rachel refusent de croire qu'elle s'est... Selon eux, elle ne montrait aucun signe de dépression. Au contraire, elle ne pensait qu'à sa future carrière. Elle étudiait la psychologie parce qu'elle voulait se consacrer à ce domaine et aider les gens. Rachel entretenait de bonnes relations avec sa famille, malgré quelques désaccords au sujet de son travail. Son père ne l'approuvait absolument pas. Mais bien entendu, les parents aimaient beaucoup leur fille. Et je pense qu'ils avaient fini par se dire que Rachel devait trouver sa propre voie et rechercher ce qui lui convenait le mieux. Mais s'agit-il d'un... L'inspection du pont permet de découvrir un indice intéressant. Il y avait des fibres qui devaient provenir du pullover qu'elle portait. Il y avait aussi des taches de sang sur la paroi extérieure du pont. Si le sang du pont est celui de Rachel, il pourrait alors s'agir d'un meurtre. La mort d'une danseuse érotique retrouvée sous un pont fait les gros titres des journaux de cette petite ville de la banlieue de Philadelphie. Si elle avait travaillé chez un glacier, on n'aurait jamais parlé d'une glacière assassinée. C'était terrible parce qu'on parlait simplement de danseuse érotique assassinée ou d'une stripteaseuse jetée d'un pont. On ne disait jamais son nom ni qu'elle étudiait à l'université du comté de Bucks. Sachant que Rachel a été découverte au pied du pont sans chaussures, avec des chaussettes propres, les enquêteurs pensent qu'elle a été transportée et jetée par-dessus le pont.
Ces chaussettes étaient vraiment très propres. Sur le pont, il n'y avait pas de chaussures, il n'y avait pas de voiture, il y avait plein de déchets sur la route qui se seraient incrustés dans ces chaussettes si elle avait marché là-haut. Des fibres de son pullover coincées dans le béton du pont prouvent également qu'elle n'a pas sauté. Son corps a glissé contre le flanc du pont. Les analyses ADN du sang trouvé près de ces fibres confirment que c'est bien le sang de Rachel, et donc qu'elle saignait avant d'atteindre le sol. La police a dû réexaminer les choses. Comment ce sang et cette fibre se sont-ils retrouvés sur le garde-fou du pont à péage de Pennsylvanie? Il n'y a aucune trace sur le cou de Rachel. Alors les enquêteurs repoussent l'idée qu'elle ait été étranglée avec une corde ou par les mains du tueur. Si c'est une large surface qui presse le cou, comme l'avant-bras ou le plat de la main, on ne retrouve pas d'hématome. Une ravissante danseuse de striptease retrouvée morte sous un pont. L'information est suffisamment aguicheuse pour faire les gros titres de la presse locale. Néanmoins, la thèse du ayant été rapidement écartée, les enquêteurs tentent de reconstituer les circonstances du drame. Des traces de sang, des fibres de son pullover, les chaussettes blanches immaculées qu'elle portait, indiquent que Rachel Siani n'a pas sauté du pont, mais qu'elle a été jetée par-dessus la rambarde. Enfin, dernière indication fournie par le médecin légiste, Rachel a fait une importante hémorragie interne, ce qui prouve cette fois qu'elle était encore en vie lorsqu'elle a été précipitée dans le vide. La victime avait des éclaboussures de sang sur le côté du visage et cela ne correspondait pas à une chute depuis le pont. 2 ongles cassés montrent également qu'elle a tenté de se défendre. La cause de la mort est un traumatisme contondant, une fracture du crâne. La fracture va d'un canal auditif à l'autre. La voiture de Rachel, une vieille Lincoln cabossée, se trouve toujours sur le parking du Diva, le club où elle travaillait. Il y avait de la nourriture et de l'argent dans la voiture. Cela nous a convaincus que sa mort n'était pas le résultat d'un vol qui aurait mal tourné. Ses collègues danseuses indiquent à la police qu'un ancien cuisinier de 26 ans, Jason Woods, l'a déjà importuné. Il semblait faire une fixation et être obsédé par Rachel. Il a raconté à des gens que Rachel était sa petite amie. C'était faux, mais c'est ce qu'il a raconté. En réalité, Jason a été licencié il y a tout juste 1 mois. Et lorsque la police découvre la raison de ce licenciement, elle pense tenir un bon suspect. Il était fou d'elle et devenait par conséquent un suspect à cause de sa passion pour Rachel Siani. Lorsque la police l'interroge, Jason nie toute implication dans le meurtre de Rachel. Il était crédible, mais on n'envisageait pas encore de rayer son nom. Il ne fallait pas perdre ce suspect de vue, ça pouvait être un témoin important. C'est alors que les enquêteurs font une découverte capitale. Lors de sa dernière nuit, Rachel a travaillé au Diva et a discuté avec une amie sur le parking après la fermeture du club. Un homme, visiblement ivre, a alors commencé à frapper à la porte du club. Un agent de police a assisté à l'incident. Le policier propose d'intervenir. L'un des propriétaires est sorti pour nous dire que tout allait bien, qu'il connaissait Jack. C'était un habitué du club. Jack s'appelle en réalité John Denofa. Cet homme d'affaires de 35 ans est arrivé plus tôt ce soir-là au club. D'après le directeur du Diva, Rachel a proposé de raccompagner Jack au motel situé juste à côté du club. Elle s'est peut-être dit qu'il avait trop bu et qu'elle ferait bien de le raccompagner jusqu'à sa chambre. Son ami a demandé à Rachel si elle allait bien et Rachel a répondu « C'est juste Jack, tout va bien pour moi ». Le registre du motel indique que Denofa occupait la chambre 223. Le réceptionniste se rappelle avoir vu Rachel aider Denofa à monter dans sa chambre, mais il ne se souvient pas l'avoir vu repartir. Denofa affirme le contraire. Selon lui, Rachel est partie et il est monté seul dans sa chambre.
Il a dit qu'il était avec elle, puis qu'elle était partie de son côté et lui du sien, c'est tout. Il a dit qu'il n'avait absolument rien à voir avec sa mort. Mais quelque chose intrigue les enquêteurs. Je n'aimais pas ce type. Le principal suspect du meurtre de Rachel Siani est la dernière personne à l'avoir vu en vie, Jack Denofa. Il est marié, sans enfant, et possède une entreprise d'enseignes lumineuses. Des employés disent que Denofa venait régulièrement au Diva tous les mardis soirs. Rachel était sa danseuse préférée. Elle nous avait parlé de Jack. Elle disait qu'elle n'aurait même pas besoin de travailler ce soir si elle le voulait parce qu'il lui donnerait de l'argent juste pour s'asseoir et discuter avec lui. Elle a dit que c'était apparemment un homme seul et qu'il payait juste pour qu'elle lui parle. On n'a retrouvé aucune trace d'activité sexuelle chez Virginia. On a discuté avec les filles. On n'avait aucune preuve que Rachel ait eu ce genre de rapport avec lui ou avec quelqu'un d'autre. Jack avait déjà été arrêté pour conduite en état d'ivresse, alors il n'était pas inhabituel qu'il dorme au motel situé près du club. Il louait une chambre de motel et quand il était trop ivre pour conduire, il arrivait que la direction du Diva lui prête une chambre. Le plus étrange dans tout ça, c'est que cela ne dérangeait absolument pas sa femme. Elle le conduisait elle-même au Diva et elle repartait. Jack Denofa n'a pas d'antécédents judiciaires et c'est une personne appréciée. Si on pouvait choisir ses voisins, on choisirait Jack Denofa parce qu'il aurait fait n'importe quoi pour vous. Il venait d'une bonne famille, c'était un bourreau de travail et un excellent joueur de billard américain. Il était très chaleureux. Il était président de l'association des anciens élèves de son lycée. C'était un type bien. La nuit du meurtre, des témoins ont vu Rachel accompagner Denofa jusqu'au motel près du club. Jack Denofa ne le nie pas. Il prétend seulement qu'elle ne l'a pas suivi jusque dans sa chambre. On savait que Jack Denofa y était, mais on voulait savoir si Rachel était entrée dans sa chambre. Rachel Siani a-t-elle ou non accompagné John Denofa dans sa chambre? Répondre à cette question ne permettrait pas de résoudre l'enquête, mais cela aurait du moins l'avantage de disculper provisoirement le principal suspect et d'orienter la quête des policiers vers d'autres pistes. Les proches dressent un portrait flatteur de la jeune femme. Si Rachel était capable d'exprimer toute sa sensualité sur le podium du club, une fois le spectacle terminé, elle menait la vie rangée d'une étudiante studieuse. Par ailleurs, les gains importants de 6 000 à 10 000 $ par mois, qui rétribuaient ses prestations, la mettaient largement à l'abri du besoin et de la tentation de monnayer ses charmes. Une nouvelle information attire bientôt l'attention des policiers. Des employés du motel signalent que le matin, au moment de régler sa facture, John Denofa avait eu un comportement fébrile. Ce matin-là, la réceptionniste a vu Jack Denofa courir dans tous les sens sur le parking. Peu de temps après, il a réglé sa note. Au cours des 3 dernières années, il n'était jamais reparti aussitôt. Elle a aussi senti une forte odeur de savon, parce qu'il venait juste de prendre une douche. 4 jours se sont écoulés depuis la dernière nuit que Denofa a passé dans cette chambre et elle a été nettoyée plusieurs fois. Mais cela n'empêche pas la police de faire une découverte importante. Sur l'appui de fenêtres extérieures, ils découvrent des fibres blanches et il y a une minuscule tache de sang dans la cabine de douche. Andrew Nardelli compare ces fibres à celles du pullover de Rachel. L'une des premières caractéristiques à laquelle on s'est intéressé était la couleur. Et un certain nombre de fibres de la fenêtre avaient une couleur différente de celle du pullover. Même si elles sont apparemment semblables, ce ne sont pas les mêmes fibres. Les enquêteurs comparent à présent l'échantillon de sang de la cabine de douche à l'ADN de Rachel. Et c'est un nouveau revers. Sur l'échantillon de la cabine de douche, on n'a pas retrouvé d'ADN. J'ai examiné l'échantillon à 2 reprises. J'ai essayé de le concentrer, mais c'était un minuscule échantillon de sang. Alors on n'a pas pu retrouver d'ADN.
Sur le registre de l'hôtel, Denofa a indiqué qu'il conduisait un pick-up Dodge rouge de 1996 qui était garé sur le parking de l'hôtel. S'il a traversé le pont cette nuit-là, les caméras de surveillance le diront. On voit bien un pick-up Dodge Ram rouge de 1996 avec un corps immobile qui porte les mêmes vêtements que Rachel Siani sur le plateau découvert. Il a franchi le péage à 3h13 le 29 mars. 25 minutes plus tard, le pick-up repasse sans rien à l'arrière. Ce que les enregistrements ne montrent pas bien, c'est le conducteur de ce pick-up. La plaque d'immatriculation est illisible, mais la police a maintenant un motif sérieux pour fouiller le pick-up de Denofa. Elle découvre alors qu'il a été entièrement nettoyé. On s'est dit qu'on n'avait sans doute plus aucune chance de trouver une trace du passage de Rachel dans ce pick-up. Lors des premières recherches, ils ne trouvent pas de fibres, ni d'empreintes digitales, ni de sang de Rachel, mais une partie du véhicule semble avoir été lavée plusieurs fois. Le revêtement en plastique du plateau sur lequel les images de surveillance montrent ce qui ressemble au cadavre de Rachel. En fait, ce revêtement noir n'était pas correctement en place sur le plateau. Après avoir démonté le revêtement du plateau, les scientifiques découvrent ce qui ressemble à du sang. L'analyse ADN montre que c'est celui de Rachel Siani. J'avais hâte de l'entendre pour voir comment il expliquerait la présence du sang de Rachel Siani à l'arrière de son pick-up. Lorsque la police l'interroge, Denofa donne une explication grotesque. Selon lui, quelqu'un a dû emprunter son véhicule. Est-ce que je suis le procureur le plus idiot de la Terre pour que ce type puisse penser qu'il peut s'en sortir? Voici la dernière photographie de Rachel Siani. Elle a été prise par une amie quelques heures avant sa mort. En fait, elle avait un appareil photo dans sa voiture. Les jeunes emportent leurs appareils partout. Elle l'a sorti et l'a prise en photo juste en face d'elle dans la voiture. Les images de la caméra de surveillance montrent ce qui semble être le corps de Rachel dans le pick-up rouge de Jack Denofa au moment où il franchit le pont pour rentrer dans le New Jersey, la nuit du meurtre. Rachel était la danseuse préférée de Denofa au Diva Gentleman's Club. Rachel le connaissait bien et elle disait à tout le monde que c'était un perdant, un paumé. Il lui donnait 100, 200, parfois $300 simplement pour s'asseoir avec lui au Diva. Avec son argent, il ne l'achetait pas, mais il réussissait à la mettre en confiance. Et ça a été fatal à Rachel. Elle a cru qu'il était inoffensif. La nuit du meurtre de Rachel, Denofa a séjourné dans la chambre 223 du motel à proximité du club. Mais les enquêteurs n'ont découvert aucun indice dans cette chambre. Alors, ils recherchent la personne qui a occupé la chambre située juste en dessous, cette nuit-là. Cette chambre était occupée par un homme. Aux alentours de 3 heures du matin, il a dit avoir entendu un bruit dans le couloir, comme un bruit sourd. En tout cas, c'était étrange. Mais il ne s'est pas levé pour voir ce que c'était. Leur chambre donnait sur l'arrière de l'hôtel et il y a peu de circulation la nuit. Sur le trottoir, en dessous de la chambre 223, les enquêteurs remarquent une tache sombre. On s'est dit que ça pouvait être de l'huile. Mais on a trouvé étrange que quelqu'un fasse sa vidange ou qu'une voiture ait pu perdre de l'huile sur ce trottoir. En effet, ce trottoir était très étroit. J'ai pris une feuille blanche et j'ai frotté la tache. Quand je l'ai regardée, c'était rouge. L'étau s'est resserré sur John Denofa. Le corps de Rachel Siani, reposant à l'arrière de son pick-up, a été filmé par les caméras de surveillance à l'entrée du pont. Et le pick-up était vide au retour. Malgré le soin apporté par Denofa à nettoyer sa chambre de motel et sa camionnette à grande eau, les experts ont retrouvé des traces de sang appartenant à la jeune femme. Et un voisin a signalé des bruits sourds dans la chambre du suspect vers 3 heures du matin. Si les enquêteurs parviennent maintenant à identifier la tache sombre qui macule le trottoir au-dessous de la chambre 223, le procureur disposera de suffisamment de preuves matérielles pour inculper Denofa d'homicide.
L'analyse est positive. Il s'agit bien de sang humain et une analyse ADN porte la signature génétique de Rachel. Quelque chose a mal tourné dans la chambre cette nuit-là. Qu'est-il arrivé à Rachel Siani la nuit où elle a été tuée? Pour le procureur, ce mardi soir a été comme tous les autres. Les habitués étaient au club, y compris Jack Denofa. Rachel Siani était la femme dont Jack Denofa avait toujours rêvé, mais qu'il n'avait jamais pu avoir. Et s'il n'arrivait pas à la séduire et à la conquérir avec sa beauté et son charme, il pensait qu'avec certaines attentions, de l'argent, des cadeaux, il pouvait l'acheter. Mais ça n'a pas marché. Après la fermeture du club, alors que Rachel et son ami discutaient dehors, Jack est revenu, évidemment ivre, et il a tambouriné à la porte. Rachel a proposé de raccompagner Jack au motel, où il séjournait régulièrement après avoir bu toute la nuit. Les indices montrent qu'elle l'a accompagné jusqu'à la chambre 223. Jack lui a peut-être fait des avances qu'elle a refusées. Fou de rage, il l'a étranglée jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Denofa a sûrement pensé qu'elle était morte et il a essayé de se débarrasser de son cadavre en le mettant sur l'auvent sous la fenêtre. De cette manière, il pouvait le faire glisser sur son pick-up. Mais les enquêteurs pensent que le corps lui a échappé et qu'il est tombé sur le trottoir, laissant la tache de sang que la police a retrouvée plus tard. Denofa a jeté le corps de Rachel dans son pick-up et du sang a coulé sous le revêtement en plastique du plateau. Puis il a franchi le pont pour entrer dans le New Jersey, où il a été filmé avec ce qui semblait être le corps de Rachel à l'arrière. En l'absence de circulation à cette heure de la nuit, il a jeté le corps de Rachel par-dessus le pont en se disant que sa mort passerait pour un... Mais on a retrouvé du sang et des fibres de son pullover sur le pont. Preuve qu'elle était blessée avant de tomber et qu'il ne s'agissait pas d'un... Il lui offrait des verres et lui donnait des pourboires. Il essayait d'obtenir quelque chose qu'elle ne voulait pas lui donner, que ce soit de l'argent, du sexe ou de la drogue. Et quand elle a rejeté ses avances, il s'est mis en colère et il l'a blessée. Il avait si peu de respect pour elle qu'il a jeté son corps comme si c'était de simples ordures. On ne peut qu'imaginer comment tout ça a commencé, mais au moins on sait ce qui s'est passé ensuite. En novembre 2002, Jack Denofa est déclaré coupable de meurtre avec préméditation et condamné à la prison à vie avec 30 ans de sûreté. C'est la conclusion d'une curieuse affaire. 2 scènes de crime ont été entièrement nettoyées, mais quelques taches de sang ont été oubliées et elles ont directement mené à Jack Denofa. Ils n'ont pas beaucoup d'éléments pour assurer sa défense. Ils n'ont fait appel à aucun expert parce que je suis sûr qu'ils n'en ont pas trouvé. Ils n'ont pas pu remettre en cause la validité de l'analyse ADN ni aucun autre élément. Les indices et les récits des témoins oculaires nous ramenaient constamment à Jack Denofa. Ça aurait été criminel de notre part de ne pas nous intéresser à lui. Jack Denofa n'était certainement pas le caïd qu'il prétendait être. Il voulait être un caïd au pire sens du terme. Il voulait avoir des filles quand il entrait dans le club. Mais c'était simplement un minable et sans doute l'assassin le plus idiot que le comté de Bucks ait jamais vu. Justice a été rendue. Reconnu coupable du meurtre avec préméditation de Rachel Siani, John Denofa a été condamné à purger une peine de prison à perpétuité assortie de 30 ans de sûreté incompressible.
Pour parvenir à ce résultat, les experts scientifiques n'ont pas ménagé leurs efforts. Analyse de sang et d'ADN, études de fibres, visionnage de vidéos de télésurveillance. Plusieurs techniques associées ont corroboré l'implication du principal suspect dans l'assassinat de la jeune femme. Quant au mobile du prédateur, il nous renvoie au temps le plus obscur et lointain de l'humanité, à un âge de pierre où les hommes étaient incapables de contrôler leurs pulsions lorsque le désir d'une femme les possédait. J'aimerais croire que cette époque est révolue. Malheureusement, les faits divers qui remplissent nos journaux me donnent à penser qu'un long chemin reste encore à parcourir. Cette émission est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie et je vous donne rendez-vous sur cette antenne pour un nouvel épisode de vos Enquêtes Impossibles.